RDC, il y a eu un nouveau massacre en Ituri. Ce sera notre premier sujet ce soir. Nous évoquerons aussi le Nigeria avec ce premier cas confirmé de coronavirus donc en Afrique de l'Ouest. On parlera du Togo pour les deux derniers sujets dans l'attente des résultats définitifs. Ce sera donc demain selon un communiqué de la Cour constitutionnelle. Et puis on va analyser la sortie des évêques du Togo qui expriment leur solidarité à Monseigneur Koudro. Pour commencer par évoquer ces sujets autour de moi sur le plateau, il y a Germain Soussou, il est acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir mon ami. Ça fait un petit temps Christ. Bonsoir à tous les Togolais et à tous ceux qui nous regardent actuellement. Vous présidez un mouvement politique qui est Force de l'avenir. Les forces de l'avenir. C'est ça. Chris Ega, Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Niaoui, bonsoir mon cher confrère Germain Soussou. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Nous commençons avec la République démocratique du Congo. 24 personnes ont été tuées, 12 autres blessées par des miliciens en Ituri, dans le nord-est du pays, où sévissent plusieurs groupes armés. Ce massacre se serait déroulé le soir du vendredi 28 dans le nord de la province, où plus de 700 civils ont été tués depuis la fin de 2017. C'est ce qu'a indiqué l'administrateur du territoire. C'était pourtant un jour d'espoir. Vendredi 28 février, les autorités congolaises avaient célébré la signature d'un accord de paix avec des groupes armés présents dans le sud de la province, la Force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. Finalement, Chris Ega, cette partie de la RDC, l'Est, il faut le dire, est un peu comme une zone de non-droit où les autorités RD congolaises ont du mal à étendre leur influence. Et je crois que c'est bien l'expression. C'est une zone sans État. Parce que quand il y a faiblesse de l'État de cette façon-là, les choses ont du mal à se mettre en place, surtout la sécurité. Et vous savez, depuis très longtemps, et vous savez que les pays frontaliers, sinon le pays frontalier, notamment le Rwanda qui a à côté, l'Ouganda, qui ont été des pays qui sont traversés, qui sont des pays qui ont été traversés par des agitations que nous connaissons, une guerre civile au Rwanda, des poches d'agitation aussi en Ouganda avec l'armée de résistance du Seigneur. Donc c'est des pays frontaliers qui offrent des terreaux sur lesquels se fertilisent, par exemple, des mouvements de tout genre et qui sèment en eau trouble, qui ont des agendas propres et qui sèment de la terreur, surtout pour se maintenir, parce qu'ils font du commerce dans ces parties-là. Et je crois savoir que derrière ces groupes-là, il y a quand même des puissances, des pays qui organisent leur business et qui se servent justement de ces groupes-là pour déstabiliser cette partie du Congo-là. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que l'État se réinstalle dans cette partie du Congo et que la force lui revienne, et force revienne à la main régulière. Donc je crois que ce qui fait défaut maintenant, c'est les forces de sécurité pour pacifier cette partie-là. Et ce que je voudrais ajouter par ailleurs, c'est que lorsqu'on fait la paix avec un certain nombre de ces groupes-là, et les groupes qui sont exclus pour des raisons, pour une autre, veulent bien se signaler pour être pris en compte. Je crois que souvent, il y a ce problème-là et il faut que l'accord dont on parle tienne compte de l'essentiel de ces groupes-là, sinon de tous ces groupes-là, ce qui déjà n'est pas facile parce que lorsqu'on veut pourparler avec des gens qu'on ne connaît pas, les gens dont on ne connaît pas les agendas, les gens dont on ne connaît pas ceux qui les manipulent, des gens dont on ne connaît tout simplement pas l'objectif qu'ils sont en train d'assumer dans cette partie-là du Congo, il est difficile d'y faire la paix et je crois qu'il faut réfléchir par deux fois sur cette partie du Congo pour que la paix revienne. Alors ici, cette nouvelle attaque-là est attribuée à un groupe du nom de Codeco, c'est la coopérative pour le développement du Congo. Finalement, on a l'impression que chaque jour que Dieu fait, crée son nouveau groupe armé. Oui, non seulement créer un nouveau groupe armé, mais vous savez, la problématique du Congo démocratique, si vous voulez, dans une moindre mesure, une problématique de toute l'Afrique. Face donc à l'Afrique indépendante, entre griffes. Vous savez que lorsque vous n'êtes pas indépendant
économiquement, vous n'êtes pas indépendant, même si vous avez l'indépendance politique. Donc le plus grand problème traversé par la RDC depuis son indépendance également, vous vous souvenez à l'assassinat du premier ministre d'alors, le Congo a basculé. Et lorsque vous donnez le loisir de chercher à comprendre, vous vous rendez compte véritablement que c'est à cause des richesses que regorge le Congo démocratique que un certain nombre de choses sont mises sur pied pour éternellement déstabiliser le Congo à des fins, véritables desseins. Et donc, tous les présidents qui se sont succédés, sauf la parenthèse du président Mobutu Sese Seko, où c'était la période où le Congo s'appelait Zaïre, où la dictature sévissait. À l'époque, encore qu'il y avait une rébellion, mais bon, elle avait été vite maîtrisée. Mais lorsque nous sommes arrivés dans les périodes de démocratisation, donc les gens sont servis. Et donc vous n'allez même pas comprendre. Les gens disent même qu'ils revendiquent de l'autodétermination pour certains, d'autres encore ont des revendications religieuses, pour d'autres encore c'est des problèmes de terre. Mais au fin fond, où est-ce que ces groupes-là trouvent-ils des armes? Parce qu'en RDC, il n'y a pas une usine de fabrication d'armes. Les pays frontaliers du Congo démocratique, il n'y a pas une usine qui fabrique les armes. Il faut aller jusqu'en Afrique du Sud. Mais quand vous prenez les fusils que ces groupes-là tiennent très souvent, c'est des fusils qui viennent soit de la Russie, un peu partout, tout ça. Donc vous avez effectivement, autour de RDC Congo, des groupes organisés qui ne sont pas véritablement des Africains, ce sont des groupes mafieux qui donc soutiennent de façon presque pérenne ces groupes-là. À chaque fois, quand on finit avec un groupe, on signe un accord, vous avez notre groupe qui réapparaît. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais nos finishes, cela déstabilise le régime, tous les régimes qui sont passés jusqu'à présent, parce que lorsque vous ne maîtrisez pas les paramètres sécuritaires, vous ne pouvez pas véritablement dérouler votre programme. Et donc, mais la deuxième victime, c'est les populations elles-mêmes, où vous avez surtout elles. Voilà, les populations qui depuis toujours se constituent en réfugiés dans d'autres pays, et ce faisant, le RDC tourne en rond malgré ses richesses. Donc voilà, c'est le véritable problème, la plaie que nous avons là-bas, et on retrouve cette même plaie dans certains nombre de pays africains, où vous avez donc des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui téléguident. Est-ce que le véritable problème dans cette partie du pays n'est pas aussi consécutif à la venue au pouvoir de Kabila Père? On a vu, c'est lui qui a fait appel à un certain nombre de pays, l'Ouganda et autres, pour l'aider à prendre le pouvoir, parce que du temps de Mobutu, c'était quand même un pays relativement pacifié. Oui, bien entendu, parce qu'on sait d'où était arrivé Kabila pour prendre le pouvoir. Justement, Kabila était passé par là. Et puis, lorsque vous traversez ce pays qui est un territoire 10 fois plus grand que la France, comme on dit, et c'est un territoire énorme, la circulation y est difficile. Et lorsque vous avez traversé ce pays pour venir vous installer à la capitale comme Kabila l'avait fait, bien évidemment, sur le parcours, il essaime tout le parcours là de petits groupes qui s'arrêtent au moment d'un, parce que dans cette partie justement, il y a des minerais, et lorsqu'on parle du business, ça veut dire que on va y aller en utilisant des armes, en utilisant des moyens de pression sur les populations autochtones, justement pour que les affaires se poursuivent. Donc vous voyez que pendant longtemps aussi, le Rwanda était resté dans cette partie du Congo, et pour que la violence qui s'installe là ne s'exporte pas sur son territoire. Et vous savez très bien que le Rwanda n'était pas resté là seulement pour des raisons sécuritaires, il était resté là aussi pour des raisons liées aux affaires, liées à l'exploitation, à l'exploitation des produits du sous-sol. Ça a été un commerce très lucratif, et je me demande si aujourd'hui ce commerce-là a cessé tout simplement. Si les groupes armés bourgeonnent, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas que la paix revienne dans ce territoire-là, parce que qui dit paix dit quand même cessation, dit contrôle de l'État sur cette
cette partie-là, lorsqu'il y a ce contrôle-là, ça s'étend, ça s'exerce au niveau de tous les acteurs politiques et économiques, et le business ne peut pas prospérer. Donc, on a intérêt à ce que cette partie-là soit déstabilisée. Et on l'a si souvent dit que le business n'est prospère qu'en temps de guerre, en temps de déstabilisation. Donc, si jamais le président actuel réussit à installer la sécurité dans cette zone-là, ça n'arrange pas les affaires. Et tous ces groupes-là ont intérêt. C'est peut-être ceux qui entrent dans cet accord-là qui se réorganisent pour créer d'autres groupes. Ce n'est pas forcément d'autres groupes qui naissent, dont on ne connaît pas les acteurs. Ça peut être aussi les mêmes personnes qui, après avoir signé un accord, ils ne se désengagent pas, bien entendu, mais créent encore un autre groupe parce que, justement, les moyens armés qui leur permettent de créer ces groupes-là, ces moyens-là existent. On n'a pas brûlé les armes, on ne leur a pas retiré les armes, et vous ne pouvez survivre dans la jungle que par ces armes-là. Donc, à partir du moment où les armes ne sont pas rendues, à partir du moment où ils détiennent encore ce qui leur permet justement de d'imposer le respect aux populations, de faire leurs affaires tranquilles, de ne pas se faire gêner par l'État, l'armée régulière. Si on ne leur retire pas ce moyen-là, pourquoi voulez-vous qu'ils ne continuent pas les affaires? Donc, cette façon de faire là, c'est de faire en sorte qu'on dise que on veut la paix, mais en fait, est-ce qu'on veut réellement la paix? On le dit du bout des lèvres, mais la paix n'ira jamais dans ce pays si l'État ne s'installe pas. Chaque fois qu'il y aura défaut d'État dans ce territoire-là, il n'y aura pas la paix. Quand on prend le schéma que dépeint Chris, c'est-à-dire vous avez ces groupes qui signent un accord, mais qui en surdine se créent, se renaissent sous une forme plus armée. Ça veut dire, on joue à quoi là? On n'aura jamais de paix dans cette partie-là. Oui, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'au départ, à l'origine, c'est les richesses du pays. Parce qu'on a vraiment envie de partager les richesses. Comme il a dit, une paix ne peut pas vous permettre de spolier un État. Donc, mais au-delà de la thèse développée par Chris, vous savez que même politiquement parlant, nous avons parlé du cas du président Mobutu. Dans la dictature, on a essayé de maintenir la paix. Mais aussitôt après la période de Kabila père, comme il a dit, le cheminement, et même c'est ça qui lui a aussi, ça fait partie aussi de ces accords secrets qu'il avait signés pour que l'Ouganda et tout ça puisse l'accompagner. Mais une fois qu'il était au pouvoir, vous savez qu'il s'est rendu compte finalement que ce n'étaient pas des accords qui devaient arranger son État. À un moment donné, il a commencé par vouloir être lui-même, et ça lui a valu un certain nombre de choses. Mais en dehors de lui-même, il y a eu des seigneurs de guerre qui sont devenus des grands politiciens, notamment... Et comment l'appelle-t-on, j'ai oublié un peu le nom dont on a un temps Bemba, voilà, dont la situation politique n'a jamais été claire. Vous savez que Jean-Pierre Bemba a été, il a été extradé, tout ça là, mais ces éléments sont restés sur le terrain. Après Jean-Pierre Bemba, il y a eu aussi le cas même s'il est rentré entre-temps, lorsque l'opposition s'était organisée, il y a des responsables politiques qui sont tellement puissants, dont le président de l'équipe Katumbi et tout ça là, dont les régions sont des régions minières et tout ça là. Mais vous savez, ce sont des régions qui ont permis vraiment à ces messieurs-là d'être fortunés. Lorsque vous demandez aux gens quand vous allez signer les accords, toutes ces organisations-là, il faut en tenir compte, qu'est-ce qu'elles deviennent. Effectivement, il y a à ne pas trop considérer que ce soit forcément à l'extérieur, mais sur le plan interne aussi, il y a des intérêts énormes. Ça fait que jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore, que ce soit un peu partout en Afrique, et particulièrement au Congo, les citoyens n'ont pas... disons la vision des premiers leaders. Vous avez le premier ministre, tout ça qui voulait que le Congo soit aux Congolais. Les responsables que nous avons ont plutôt tendance à se satisfaire eux-mêmes. Et donc, parfois, ils sont à l'origine de ces situations. Donc, tant que cette situation n'est pas tirée au clair, tant que les gens n'ont pas véritablement compris que c'est le Congo, c'est l'Afrique qui doit être au devant, c'est comme ça va être. Voilà. Mais en même temps, Chris, on peut comprendre que ces groupes armés, leurs intérêts, veulent exploiter les minerais. Mais pourquoi massacrer les civils?
Mais c'est-à-dire que ils veulent créer des poches vides, tout simplement. Ils veulent une forme de vacuité, parce que lorsque ces civils-là sont sur ces villageois-là, ou bien ces populations sur zone, c'est aussi des témoins pour raconter comment ça se passe. Que, en fait, lorsque vous parlez, par exemple, de organisation quoi pour la coopérative du Congo, etc., une association avec cette appellation ronflante, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et puis, on est gêné par les yeux, c'est surtout ça. Ceux qui vous regardent vont décrire ce qu'ils voient, et ce sont eux qui consignent les faits et gestes que vous faites tous les jours. Donc, on a envie de les éloigner. Peut-être que ces gens-là ne vous sont pas forcément favorables. Oui. Et que parmi même ces gens-là, on craint qu'il y ait des gens qui peut-être s'opposent à la chose. Et puis, il y a aussi ces tiraillements du fait que tel est de telle ethnie. Il y a aussi cette tension ethnique qui sévit dans cette partie-là du Congo. Mais vous savez que le commerce-là ne se fait que il vaudrait mieux que ce commerce, ces affaires-là, se fassent là où il n'y a pas Dieu du tout. Donc, on a tendance à éloigner tout simplement les gens pour faire les affaires. Première courte pause et on revient dans quelques secondes pour continuer.